Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Au Togo, la constitution du 6 mai 2024 a basculé le pays dans un régime parlementaire avec une nouvelle architecture au sommet de l'État. En conformité à la loi fondamentale de la 5e République, les institutions se mettent en place, dont le Sénat qui a déjà tenu sa session de droit. Innocent Kangbara, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le président national du PDP, le Parti démocratique panafricain, et vous êtes l'un des nouveaux sénateurs, les premiers du Togo. Oui, bon, c'est un honneur de pouvoir siéger à la Chambre haute, puisque c'est la première fois qu'il y a eu les élections sénatoriales au Togo. Et je crois que nous allons, avec notre petite expérience de 5 ans au Parlement, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, à l'amélioration du dispositif législatif, parce que, comme vous l'avez dit, les institutions de la 5e République sont en train d'être installées progressivement, et je crois que nous allons participer également à ça. Il faut le rappeler, vous faisiez partie donc de la dernière mandature au niveau du Parlement. Alors, depuis son installation début mars 2025, le Sénat a déjà tenu 2 rencontres. Sur quoi portaient ces 2 premières sessions? Comme toute chambre délibérative, le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement. Nous avons décidé de l'appeler la seconde chambre, et l'Assemblée nationale, dorénavant, c'est la chambre basse du Parlement. Donc les 2 chambres constituent le Congrès, ou disons le Parlement togolais. Au niveau du Sénat, comme c'est la première fois, il fallait que le doyen d'âge avec les 2 plus jeunes convoque la réunion, disons. En termes simples, convoque la réunion pour que nous puissions nous connaître, nous présenter et statuer sur un projet qu'on appelle le règlement intérieur. Donc le règlement intérieur, c'est l'ensemble des dispositions qui doivent régir un peu le travail du Sénat, du début jusqu'à la fin. Donc ça prend en compte la constitution des groupes parlementaires, ça prend en compte la mise en place des commissions, ça prend en compte la convocation des réunions, ça prend en compte pratiquement tout. Et dans toutes les chambres de Parlement, c'est comme ça que cela est organisé. Et la session de droit prend fin quand nous finissons l'ordre du jour, notamment l'installation, non seulement le vote du règlement intérieur, mais l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Justement, quelle sera l'architecture de ce futur bureau du Sénat? Le bureau du Sénat sera dorénavant constitué d'un président, de 3 vice-présidents, de 2 questeurs et de 3 secrétaires parlementaires. Et au niveau du Sénat, nous aurons 9 commissions permanentes. Et c'est au niveau de ces 9 commissions, 7 commissions. On aura plutôt 7 commissions. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est 9 commissions. Mais au niveau du Sénat, ça sera 7 commissions. Et c'est au niveau de ces commissions que le travail parlementaire se fera. Le Sénat togolais compte 61 membres, 41 élus et 20 nommés. On peut voir sur la liste des acteurs de la société civile, des cadres du secteur privé, des universitaires. Justement, quelle appréciation avez-vous un peu de la composition de cette diversité de profils au niveau du Sénat? Vous savez, de par le monde, le Sénat représente une chambre des sages. C'est ceux qui ont une certaine expérience de la vie politique, de la vie sociale, de la vie économique, qui siègent dans cette chambre haute. Et cette chambre haute, c'est une chambre qui permet d'améliorer les tests. Parce que vous pouvez voter un test qui, il y a toujours des insuffisances. Donc au niveau de la chambre haute, c'est des gens qui sont expérimentés. Donc la composition qui a été faite me semble quand même judicieuse, parce que nous voyons quand même des personnalités qui représentent la société civile, qui représentent les femmes du marché. Vous trouvez cette composition assez inclusive? Elle est intéressante. Oui, elle est intéressante, non seulement intéressante, mais je pense qu'elle est inclusive. Et il faut quand même saluer l'esprit d'ouverture de la majorité du chef de l'État qui ont permis à des opposants comme nous de rentrer au Sénat à travers la nomination. Parce que nous avons toujours discuté au niveau du CPC de la possibilité, dans le quota du chef de l'État, dans les 20 qui doivent être nommés, que nous ayons les acteurs politiques qui siègent au niveau du CPC. Donc nous, en ce qui nous concerne, nous étions un petit groupe formé de 5 personnes. Il y avait l'UFC, il y a nous, il y a le MRC, CPP et le MCD. Donc nous tous, nous nous retrouvons au niveau du Sénat. C'est une très bonne chose pour la vitalité de notre démocratie. Et parmi sur la liste du président de la République, non seulement le chef de l'État a fait de la place à l'opposition, mais également il a respecté son principe de parité, genre 20 femmes, 20 messieurs. Comment vous trouvez ça?
Non, c'est une bonne chose. Au niveau de la diversité, je pense qu'on se retrouve. Au niveau de la parité, on se retrouve. Au niveau de l'inclusion avec l'opposition également, on se retrouve. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Et c'est ce que, vous savez, la Cinquième République doit favoriser le dialogue. Le dialogue entre les institutions, le dialogue entre les acteurs politiques. Et c'est ça qui a fait que nous avons milité pour le changement de ce système. Et nous, quand nous sommes rentrés en politique, nous avons toujours eu une idée en tête, c'est le néocolonialisme, comment nous débarrasser du néocolonialisme et du copier-coller que l'Occident a toujours fait avec nous. Et nous sommes, la première des choses, c'est s'attaquer à la Constitution. Après, il y a des tests, nous devons dénoncer les accords. Et après, nous devons exercer une pression sur nos États pour que nous puissions avoir la bonne gouvernance. Justement, j'allais vous poser la question, quelles seront vos missions au Sénat et dans l'immédiat, quels sont vos dossiers prioritaires? Au niveau du Sénat, quand nous allons mettre en place le bureau, nous allons commencer par travailler comme au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous recevrons des tests du gouvernement qui sont déjà passés par l'Assemblée nationale. Donc, dorénavant, dans notre procédure parlementaire, il y aura ce qu'on appelle la navette parlementaire. Donc, un test qui est déposé au niveau de l'Assemblée nationale est voté. Quand il finit d'être voté, il est envoyé au Sénat pour que nous puissions également l'étudier. Mais en cas de, disons, si on ne s'entend pas, en dernier lieu, c'est à l'Assemblée nationale qui revient de voter, en dernier ressort le test. Mais il y a également ce qu'on appelle des commissions paritaires, où on aura une partie, des commissions mixtes parlementaires plutôt. Il y aura une partie des sénateurs et puis une partie des parlementaires, disons, des députés. Donc ensemble pour étudier un test. Parmi les nouvelles institutions de la Ve République, on compte le Sénat, le Parlement, le gouvernorat, les préfets, ou sinon les préfectures demeurent encore, oui. les maires notamment. Mais dans quelles conditions est-ce que le futur président de la République sera-t-il élu? Oui, bon, ce qu'il y a de nouveau, c'est le gouverneur. Sinon, les préfets, on les connaît. Les maires, on a déjà fait l'expérience des communes. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'élection. On avait les délégations spéciales, mais il y a 5 ans, on a mis en place les communes. Donc, les maires, maintenant, on sait ce que c'est qu'un maire. On sait ce que c'est qu'un conseiller municipal. Et c'est nous qui avons modifié même la Constitution et la loi sur la décentralisation, parce qu'il y avait 3 niveaux de décentralisation. Il y avait la région, il y avait la préfecture et il y avait la commune. Si on les maintenait, on devait même avoir un conseil de préfecture. Ça aurait été trop pour le petit pays qui est le Togo. Donc maintenant, on a dorénavant la région, après on a la commune. Donc les préfets, on sait ce que c'est qu'un préfet, maintenant c'est les gouverneurs. Donc le gouverneur, disons qu'il coordonne les activités de plusieurs préfectures, c'est simple. Donc on a la commune, on a le préfet qui représente l'État. On a également le gouverneur qui représente l'État, mais qui coordonne les activités d'un certain nombre de préfectures. C'est intéressant parce que des pays beaucoup plus évolués, on voit que cette coordination permet de favoriser des investissements qui peuvent profiter à plusieurs préfectures. Au lieu que celui-là fasse, alors qu'il n'y a pas eu une étude. Dans un contexte de décentralisation? Oui, dans un contexte de décentralisation. Si les distances ne sont pas, si c'est pas trop loin, on peut faire des infrastructures qui bénéficient à 2 ou 3 préfectures, au lieu de mettre l'infrastructure ici, qui n'est pas vraiment rentabilisée, de mettre également l'infrastructure là, par exemple les écoles, les stades. Donc c'est au niveau de la région maintenant qu'il faut mettre en place une politique pour le développement de la région. Avez-vous le sentiment que les Togolais qui sont les bénéficiaires in fine, se retrouvent finalement en matière quand il faut voir un peu les prérogatives de toutes ces différentes institutions? Bon, comme c'est nouveau, je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie. Mais justement, comment est-ce que vous appréhendez cela? Quelles sont les démarches que vous recommanderiez pour permettre aux Togolais de s'approprier ces nouvelles démarches à suivre? Il faut de la pédagogie, il faut de la communication et nous engageons en tant que parti politique de jouer notre partition. Donc les autres partis également doivent, et surtout il ne faut pas qu'il y ait de cacophonie. On peut être pour ou on peut être contre. Il y a un certain nombre d'institutions qui faisaient déjà partie de la constitution de la 4e République. Donc on n'a rien inventé. On n'a absolument rien inventé. On a juste mis en œuvre ce qu'il y avait dans le test depuis longtemps. Donc je crois qu'au fur et à mesure, les Togolais vont commencer par s'habituer. Comme je l'ai dit, les préfets, on les connaît. Maintenant, on aura affaire également au gouverneur. C'est juste la petite différence. Et au niveau de l'exécutif togolais, dorénavant, il va falloir qu'on s'habitue au terme président du Conseil et président de la République. Le président de la République qui est élu par les 2 chambres en congrès
Et tout Togolais peut postuler. Je crois que les conditions d'éligibilité, c'est que vous avez 50 ans, vous avez une bonne santé qui est attestée par 3 médecins assermentés, vous résidez, je crois que c'est 12 mois, si je ne me trompe. Il y a un certain nombre, il y a quand même des conditions pour postuler pour être président de la République. Maintenant, pour le poste du président du Conseil des ministres, mais on l'appelle président du Conseil. C'est un peu comme le chancelier togolais. Dorénavant, c'est à lui qu'il revient l'exécutif. Hein, la formation du gouvernement, la nomination d'un certain nombre de fonctionnaires de l'État, la conduite de la politique gouvernementale, dorénavant, c'est le président du Conseil. Et ce président du Conseil, il est désigné dans la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a déjà, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez déjà connaissance du calendrier? À quel moment est-ce que justement le Conseil des ministres et le président de la République seront nommés ou élus? Non, mais je pense que nous avons une date butoir, puisque la Constitution a été votée, je pense, un 6. Oh, le 6 oui, Oui, le donc, 6 mai 2024. Oui, donc je crois qu'on a encore jusqu'au 5 à minuit pour installer tout ça. Le 5 mai à minuit. Je crois. Donc, je pense que nous avons quoi? Nous avons tout le mois D'avril. Et si au niveau du Sénat, on est prêt déjà la semaine prochaine, je pense que les choses vont aller vite. Le PDP, votre parti, vient donc de faire son entrée au Sénat. Vous siégez également au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, mais pas que. Vous siégez également au sein du CPC. Quel rôle comptez-vous jouer véritablement en tant que parti démocratique, en tant que parti politique, au nom de la démocratie? Oui, nous, c'est l'enracinement de la démocratie. Tout ce que nous voulons, c'est que nous voulons couper les liens, nous voulons couper les pesanteurs qui agissent sur le Togo. Nous, notre rêve, c'est de voir ce pays-là qui s'appelle le Togo devenir une nation véritablement puissante, respectée dans la région, où il y a ce qu'on appelle le rêve togolais, où chacun peut rêver, devenir quelque chose et réaliser ses rêves, où il y a également l'égalité des chances. Et notre priorité également, c'est de lutter contre la vie chère et, in fine, c'est faire en sorte qu'il y ait de la bonne gouvernance. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, s'il n'y a pas de bonne gouvernance, ça pose un problème aux populations, ça nous pose également un problème. Donc, le sujet majeur sur lequel nous allons nous appesantir, c'est la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait vraiment de la bonne gouvernance. Au niveau de la CENI, nous avons toujours fait siéger au niveau de la CENI. C'est bien préparer les élections municipales et nous sommes en train, avec les amis du centre, constituer un bloc pour aller aux élections ensemble. Parce que si on avait cumulé, si on était parti aux élections même législatives ensemble, on pourrait avoir des sièges. Dans un certain nombre de circonscriptions, si on additionne nos scores. Donc c'est une erreur de ne pas aller à ces élections, aux prochaines élections, ensemble. Il faut qu'on se regroupe, mais on ne va pas se regrouper. Ce n'est pas un panier à crabes, on dit aux gens, non. C'est ceux qui ont des affinités qui doivent se regrouper et nous sommes en train de travailler. Quel intérêt de faire appel encore à des coalitions alors que des expériences passées électorales. Uniquement électorales. Chacun peut avoir sa politique, ça peut un peu sur des sujets, même sur la Constitution, on peut ne pas s'entendre, mais faisons en sorte qu'on aille, parce que ceux qui sont en face, ils sont forts. Ils ont de l'argent, ils sont forts, ils sont bien organisés. Donc, si on va en rang dispersé, on va perdre les élections. C'est un constat. Pour les municipales à venir, pour vous les êtes municipales à venir. cela? Oui, on n'a pas de choix. De toutes les façons, nous sommes déjà en train de nous organiser. Et je vous ai cité un certain nombre de partis. On est déjà en train de s'organiser. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Si nous voulons avoir... parce que nous devons... Dorénavant, les élections municipales deviennent une élection véritablement importante. Les élections régionales après... important parce que ça permet d'élire les sénateurs. Donc nous ne pouvons pas négliger ces élections. Et l'élection législative, dorénavant l'élection présidentielle devient l'élection législative. Donc c'est celui qui gagne la chambre basse du Parlement, qui est l'Assemblée nationale, c'est celui-là qui dirige le pays. Donc chaque élection a son importance. Dorénavant, je reprends, les élections municipales et les élections régionales sont très importantes. Parce que ça nous permet d'avoir un certain nombre de conseillers ou bien de votants pour les élections sénatoriales. Puisque le collège électoral est formé par ces gens-là. Donc, il faut qu'on ait un nombre suffisant pour nous permettre d'avoir des sénateurs. Et maintenant, dorénavant, les élections législatives, celui qui gagne les élections législatives dirige le pays. C'est aussi simple. Pour le PDP, quels sont les enjeux des futures élections municipales? C'est avoir un certain nombre de conseillers municipaux qui nous permettront de rentrer dans les communes. Et de diriger les communes. C'est important que nous commencions l'expérience de la direction à travers les communes.
Et c'est une élection véritablement importante. Nous sommes d'ores et déjà en train de nous préparer. Et je crois que c'est dans quelques mois, nous allons participer à ces élections. Et nous sommes en train de nous préparer avec d'autres partis centristes pour que nous puissions aller à cette élection en bloc. Vous le disiez tantôt, ce que demande le peuple, c'est une meilleure condition de vie, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'accès aux soins de qualité, entre autres. Mais quels sont les changements que porte en elle la Ve République? C'est un changement institutionnel, mais la Ve République ne viendra pas régler les problèmes sociaux. C'est pas ce qu'on a promis, personne n'a promis ça. Le problème, c'est quoi? C'est que le régime présidentiel, il est chrysogène. Dans tous les pays où même il y a eu l'alternance, parce que après on va vous parler d'alternance, mais moi je parle de démocratie, je parle de la stabilité des pays, je parle d'avoir un arsenal qui permet une alternance sans que à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, que les gens traversent les frontières. Quand vous prenez, je vous prends juste 3 exemples. Vous prenez le cas du Bénin. Celui qui est venu par l'alternance, il a utilisé le système. Et actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment... On peut dire qu'il y a le développement, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a la démocratie? Parce que le système des parrainages qu'il y a là-bas ne permet pas d'alternance. Ça veut dire que le président et ses partisans vont rester pour longtemps. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. C'est pareil. Innocent Kagbara, estimez-vous que alternance n'est pas toujours synonyme de démocratie? Oui, c'est ce que ça. Nous battons pour avoir des pays véritablement stables et démocratiques, où nous pouvons avoir l'alternance, où quand vous perdez le pouvoir, vous savez que vous pouvez quand même diriger le pays. Moi, je suis pour le concept d'une majorité tolérante et d'une minorité responsable. Une majorité tolérante et une minorité responsable, et nous devons ensemble participer à la gestion du pays. Même en étant dans la minorité, on doit être associé à la gestion du pays, puisque tôt ou tard, nous allons parvenir à la magistrature suprême. Donc il faut ce dialogue-là, nous devons faire le pont entre les extrêmes pour permettre ce dialogue-là, afin que nous puissions diriger le pays ensemble. Parce que si on laisse en l'état les choses, le plus fort va toujours l'emporter sur le plus faible, un peu comme Israël-Palestine. Ça fait combien d'années qu'ils se battent? Mais en fait, qui est le plus grand perdant? C'est la Palestine. Yasser Arafat a eu l'occasion de faire la paix à Camp David, à la fin du mandat de Bill Clinton. Il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il craignait d'être tué. Mais après, quand même, paraît-il, je prends des pincettes en disant qu'il a été empoisonné. Donc, il faut être courageux des fois pour accepter des compromis. On va aborder un sujet d'actualité, si vous le permettez. Cela n'est pas passé inaperçu. Les déclarations du ministre togolais des Affaires étrangères quant à une possible adhésion du Togo à l'AES. Que pensez-vous de ce sujet? Moi, je suis en phase avec la diplomatie togolaise, même si je suis un opposant. Je suis en phase parce que si vous n'êtes pas véritablement souverain, vous ne pouvez pas diriger votre pays. Vous ne pouvez pas. Parce que toutes les décisions que vous voulez prendre, vous avez peur. Mais vous avez peur parce qu'il y a telle puissance qui fait une telle pression sur vous, il y a telle puissance. Donc, il faut que nous soyons dans des schémas où nous nous sommes affranchis de ces pesanteurs pour que ceux qui vont diriger nos pays demain puissent véritablement développer nos pays. Quand vous prenez le cas du Burkina, je ne crois pas que les décisions que le jeune président prend, il prend son téléphone pour appeler quelqu'un pour lui demander si ça l'arrange ou ça le dérange. Je ne pense pas. Donc, et l'AES participe à l'émancipation de nos pays, à l'émancipation de nos populations et à couper ce lien qui nous enchaîne. Et moi, je suis pour. Et comme je vous ai dit, on va s'attaquer aux constitutions, après on va s'attaquer aux accords. On va s'attaquer aux accords qui ne nous permettent pas de faire le commerce, qui nous emprisonnent. Le Togo à l'avenir va-t-il dénoncer des accords? Je ne sais pas. Il revient à ceux qui dirigent, ceux qui ont la charge du gouvernement de prendre de telles décisions. Mais moi, en ce qui me concerne, si je suis président du Conseil, oui, je vais dénoncer un certain nombre d'accords. Quels sont les échos à votre niveau en tant que leader politique, mais également aujourd'hui sénateur? Est-ce que le Togo a déjà un pied ou non au sein de l'AES? Non, moi j'ai eu, à travers les médias, j'ai appris que le Togo pouvait adhérer à l'AES, mais comme je le dis, je ne suis pas au gouvernement. Il revient au gouvernement de prendre cette décision. Mais vous savez, il ne faut pas qu'on polémique sur ce genre de questions parce qu'on peut à la fois faire partie de la CEDEAO et à l'AES, si les tests le permettent. Pourquoi pas? Parce que naturellement, nous sommes d'abord le pont entre la CEDEAO et l'AES. Qui a participé, qui a pris le leadership pour les négociations, c'était le Togo. Donc nous sommes un pont naturel. Et les deux ensemble ont besoin de se parler à travers le Togo. Donc, je ne vois pas de problème si nous participons ou bien si nous intégrons les deux ensemble, puisque nous sommes déjà au niveau de la CEDEAO. Et naturellement, pour le commerce, le Togo est le port naturel des pays de l'AES.
Donc, même en n'étant pas dans l'organisation politique qui s'appelle l'AES, il y a beaucoup d'accords que nous pouvons avoir au niveau des douanes, au niveau du commerce, au niveau de l'enseignement, pour une certaine harmonisation et pour permettre, puisque c'est gagnant également pour le Togo. Donc n'oublions pas cet aspect. C'est gagnant, on ne rentre pas pour rentrer. On rentre parce que ça peut nous apporter quelque chose. Quelles seraient vos recommandations si une proposition de loi vous est soumise en tant que sénateur? Nous serons favorables. Et dans les jours à venir, nous pensons que nous allons lancer une initiative de Africa First. Si les gens font quelque chose first pour eux, nous avons aussi le droit de faire quelque chose first pour nous. Togo First. Donc, Togo First, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons le droit de participer à des institutions. Nous avons le droit même de nous retirer d'un certain nombre d'institutions parce que des fois, on ne sait pas à quoi ça sert ces institutions. Hein, ça sert encore à nous dominer, à nous avoir sous emprise. Non. Donc, il faut qu'on prenne des décisions qui permettent, courageuses, qui permettent au prochain président, au prochain premier ministre, en fonction du régime, de pouvoir diriger le pays. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes à une phase charnière au niveau de la diplomatie mondiale, au niveau de la géopolitique. Nous devons saisir l'occasion de la guerre entre les États-Unis et l'Europe pour nous affranchir. C'est une occasion rêvée. Si on rate sur le coach, ça sera difficile. C'est parti peut-être encore pour 50 ans. Donc nous devons véritablement nous affranchir pour que les leaders que nous avons, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, qu'ils puissent s'affranchir de ces pesanteurs pour diriger nos pays. Maintenant, je vous prends un exemple. Quelqu'un qui vient dans nos bureaux, il veut nous donner quoi? Des mosquées. On dit non, nous on n'a pas besoin de mosquées. L'argent que vous voulez prendre pour acheter les mosquées, parce que vous allez à la mosquée avec le ventre vide. Est-ce que c'est normal? L'argent que vous voulez prendre pour construire une mosquée. Et quand nous parlons de néocolonialisme, on ne parle pas uniquement que des Occidentaux. Hein. Il y a des pays arabes, il y a des pays de l'Asie. Ils font partie également des puissances qui veulent nous coloniser. C'est le nouveau colon. Donc nous n'allons pas remplacer un colon par un autre. Nous voulons nous affranchir de tout ça. Si vous voulez faire quelque chose pour nous dorénavant, demandez à notre peuple, demandez à nos dirigeants quels sont vos besoins. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, ceux qui veulent nous aider. Ils ne vont pas nous imposer ce qu'ils veulent. L'Afrique, les États africains militent depuis fort longtemps pour une souveraineté, mais également une autonomisation sur plusieurs plans, notamment sur le plan alimentaire. Mais pour ces 10 dernières années, pensez-vous qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que les politiques ont évolué sur le continent? Il faut évaluer ces politiques-là. Moi, ce que je dénonce, c'est que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Il y a des politiques... Qu'est-ce qui empêche les Africains de C'est l'ego. finir? C'est l'ego. Nous sommes tous de petits dieux dans chaque État et on se complaît, on est d'accord, on est content. Alors que nous devons créer de grands ensembles. Et vous allez voir, le commerce entre nous, il est très faible. Le commerce entre pays, même dans une même zone, il est très faible. Au moins la CEDEAO et l'UEMOA, quand même, on fait quand même des efforts. Quand vous allez dans d'autres zones, c'est la catastrophe au niveau de la circulation des biens et des personnes, au niveau de l'intégration, au niveau des politiques. C'est vraiment la catastrophe. Donc nous devons être beaucoup plus unis, avoir des zones, peut-être 5 zones ou 6 zones beaucoup plus intégrées, et pour intégrer également dans un grand ensemble ces zones. Par exemple, la politique de la sécurité, nous devons avoir une politique sécuritaire au niveau africain. Il n'est pas normal que quelque chose qui se passe sur le continent africain, que ce soit les Occidentaux qui amènent des casques bleus ou bien des gens comme force d'interposition. Ce n'est pas normal. Si on continue par fonctionner... Vous pensez à la situation actuelle en République démocratique du Congo? Oui, la République, moi j'aime bien le style du président Kagame. Il dirige bien son pays, mais il n'a pas le droit d'agresser un autre pays. Il n'a pas le droit de piller un autre pays. Là, il faut condamner l'acte du Rwanda. Mais il n'en demeure pas moins que je reconnais en lui un bon leader. Mais aller agresser un autre pays, ce n'est pas normal. Et il faut dire aussi que c'est la défaillance du système Zaïre et après RDC. Comment un pays aussi puissant que ce pays, un pays aussi grand, 5 fois plus grand que la France, n'arrive pas à organiser sa sécurité? Les gens sont là, ils s'amusent. Mais ils savent qu'ils ont un problème. Leur talon d'Achille, c'est un problème sécuritaire. Et quand vous prenez les différents présidents jusqu'à celui-là, ils n'ont jamais... Parce que les gens sont mal payés, les gens sont mal entraînés. Quand les gens vous voient au niveau de l'État un certain nombre de choses, ils disent, nous, on a besoin de ça. Et quels sont les besoins réels de l'armée? Il faut mettre à leur disposition ce dont ils ont besoin. Il faut voir les chefs-corps, il faut voir ce qu'on met dans ces régions-là, comment leur relation également avec la population. Vous avez vu que quand les rebelles sont rentrés dans un certain nombre de villes, ils ont été accueillis en héros. Ça veut dire que entre l'armée et le peuple, il y a un problème. Donc, il faut résoudre le problème. Et on ne peut pas être une puissance si on ne prend pas des dispositions pour sa sécurité. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas les autres qui vont assurer la sécurité d'un État. C'est à vous-même de prendre vos dispositions pour assurer votre sécurité. Augmenter un peu le budget de la défense pour assurer la sécurité. Parce que quand vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas de paix, vous ne pouvez pas faire le développement. Plus de 30 ans de guerre au niveau continental, quel regard portez-vous sur la gestion de ce conflit par notamment l'Union africaine? L'Union africaine est défaillante. L'Union africaine, la voix de l'Union africaine ne porte pas. Elle ne porte pas, il n'y a pas de leadership. C'est là où peut-être qu'on regrette aussi la disparition de Kadhafi. Parce qu'il arrivait même, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Pour lui, c'était Africa First. C'est Africa First. Il voulait mettre une banque d'investissement en Afrique pour permettre que nous puissions faire des prêts à taux zéro. Comment sauver ces institutions africaines aujourd'hui qui vous estimez être défaillantes? Il faut un nouveau leadership. La CEDEAO, non, il faut un nouveau leadership. Qui doit marquer 50 ans en 2025. Oui, il faut un nouveau leadership. Des gens qui ont été formés pour représenter leurs formateurs sur le plan africain, ils réfléchissent comme eux. La première des choses que nous devons faire, c'est une révolution au niveau des mentalités. Peu importe le système qu'on met en place dans les pays, c'est une révolution au niveau des mentalités. On doit arrêter de s'enrichir. On doit arrêter de s'enrichir, on doit penser à la postérité. Donc, laisser en place des systèmes qui permettent à nos enfants demain de se développer. Parce que dans 10-15 ans, nous, le combat que nous sommes en train de faire, c'est avoir des zones développées. Maintenir notre jeunesse dans les zones rurales, leur donner les moyens de s'épanouir, de faire de l'agriculture, de s'enrichir, sélectionner les meilleurs, les envoyer formés dans ceux qui nous dépassent, même en termes d'intelligence artificielle, et les ramener au pays. Leur faire un bon salaire. Arrêter de piller nos États, appliquer la bonne gouvernance et faire en sorte qu'il y ait une meilleure redistribution, avec une certaine égalité des chances. À diplôme égal, avec également de l'équité, homme-femme. Donc, mettons en place toutes ces politiques-là et il faut qu'on arrête de s'enrichir. C'est pas normal. Revenons au Togo pour conclure cette émission. Innocent Kabgara, pensez-vous en tant que Togolais, leader politique et sénateur, que le pays a besoin d'intégrer dans le contexte actuel l'AES comme organisation? Si c'est moi, je ne parle que en mon nom personnel, même pas au nom de mon parti. Moi, je suis panafricaniste et tout le monde le sait. Je défends les intérêts de l'Afrique. Je défends le fait que nous puissions avoir le droit de nous émanciper, de prendre des décisions nous-mêmes, pour nous-mêmes, sans que nous ayons besoin de nous justifier. Aller à l'ONU, prendre une position sans que nous ne puissions heurter quelqu'un, parce que quand ils prennent leur position, ils ne nous demandent pas notre avis. Donc, il faut que nous soyons capables de le faire. Il faut que nous soyons capables de dénoncer un certain nombre d'accords qui ne nous arrangent pas. On nous a imposé, on a imposé ces accords aux indépendances, nous devons les dénoncer. Faire en sorte que nous puissions appliquer ça, ça nous revient nous-mêmes. Notre responsabilité en tant que leader, en tant que gouvernant, c'est faire la bonne gouvernance. C'est faire la bonne gouvernance. Si même on dénonce les accords, on fait tout. Si on n'applique pas de la bonne gouvernance dans nos pays, on sera toujours au même niveau. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, au-delà de ça, si toutes ces conditions sont remplies, c'est quand même une bonne chose d'intégrer l'AES. Parce que l'AES favorise cette zone-là qui permet de s'émanciper, qui permet de poser des problèmes que les autres ne pouvaient pas poser. Et c'est un courage politique et c'est le moment pour le faire. Donc, vous pensez qu'au sein de l'AES, les États ont une voix? Les États ont une voix. Les États ont une voix au niveau de l'AES et moi j'encourage même d'autres pays à rentrer dans l'AES. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité Innocent Kabgara. Vous êtes sénateur et président du PDP, le Parti démocratique panafricain. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour.